à toutes et bonjour à tous. Alors l'idée aujourd'hui c'est de présenter l'exposition Trabuclou, qui a un drôle de titre, c'est un titre qui marche avec du signifiant, ce qu'on appelle le signifiant, puis c'est un hommage surtout à Kurt Schwitters, qui est le premier à avoir, on peut le dire comme ça, fait un poème sonore uniquement avec des termes abstraits, donc du son. Comment on appelle Kurt, ça déjà? Ouais, non mais l'ursonate. Oui, l'ursonate, mais on appelle ça un nom, tu sais, les waouh, Alors c'est pas de la glossolalie, c'est des onomatopées. Des onomatopées, Je voilà. suis pas sûr que chez Kurt Schwitters ça soit considéré comme des onomatopées. Ouais. Maintenant il y a des interprétations du poème de Kurt Schwitters qui dure 20 minutes. C'est un truc de dingue en fait. Ah ouais, d'accord. Tu vois, alors que ça dure 4 minutes à la base. Ouais. Donc c'est une partition maintenant, tu vois. Ok. Il faudrait, je pense que tu regardes un maximum l'objectif en parlant. Oui. Et ok. pas forcément Mathilde. Ah oui. Oui, mais c'est bien vois si je regarde Mathilde. Ça fait conversation. Ça fait. Ouais. Mais du coup, tu t'adresses pas à Oui, au l'interlocuteur. spectateur, mais Ouais. c'est pas grave, on s'en fout. On s'en reprend, fout. du coup? Non, c'est bien là, quand on Ah, reste ok, comme c'est ça, bien. de toute façon je ferai une coupe. Ah oui, d'accord. Ou je laisserai. Ouais. Moi j'aime bien quand tu sais, c'est les Oui. trucs un peu bordéliques qui marquent à moitié, qui sont longs que personne ne regarde. Ouais. Bon, enfin bref. Donc, C'est pas le but quand même. oui, je sais que c'est pas le but, mais justement, comme c'est une exposition autour effectivement d'un certain nombre de pièces, et l'idée c'est qu'effectivement je voulais expliquer le fait que c'est une pièce, une idée. Donc, alors pour expliquer, parce qu'il y a quand même une profondeur historique qui est liée à l'histoire de l'art, et par exemple, je vais commencer avec ce tableau. Ce tableau qui en fait, que j'ai intitulé Fontana 2, et qui est en fait une œuvre typiquement moderne. Alors pourquoi moderne? Au sens où effectivement, je vais prendre un médium, le médium c'est les bouchons d'oreille, et je vais exploiter ce médium. Alors si j'appelle cette toile Fontana 2, c'est qu'effectivement je reprends en fait un principe d'un artiste qui s'appelait Fontana, alors qui est plutôt lié au XXe siècle, qui est plutôt lié à l'art moderne, et lui qui trouvait ces toiles. Donc j'ai repris exactement les mêmes dessins, les mêmes motifs que Fontana, mais moi j'ai mis des bouchons d'oreille pour boucher finalement sa peinture. Donc je dis que c'est un acte typiquement moderne, parce qu'on pourrait dire aussi qu'effectivement je pourrais faire ça toute ma vie, au sens où je pourrais être le peintre ou l'artiste des peintures sourdes. Vous voyez, un bouchon d'oreille, donc ça joue sur les mots, ça joue sur c'est un peu grotesque. Ouais. Il y a cette idée-là, et quand je dis que je pourrais faire ça toute ma vie, en fait c'est justement l'idée que, en règle générale, les artistes trouvent un médium. Alors médium qui dans l'histoire peut être autant des clous, il y a des artistes qui ont toute leur vie pour planter des clous sur des planches de bois et ont fait des tableaux. Il y en a dernièrement, j'ai vu ça avec des cheveux, des artistes qui travaillent toute leur vie avec des cheveux. D'autres, on peut reprendre Picasso avec les collages, les premiers collages, donc il prenait du papier peint pour faire ses collages. Et puis dans les médiums, c'est interrogation sur la peinture, sur comment faire de la peinture. Donc là, on peut reprendre le pointillisme avec Seurat, donc des petits points comme ça qui vont créer une image, etc., qui se réfèrent aussi sans doute au piqué photographique, le piqué de la photographie. Donc voilà, et donc c'est comment on va sélectionner finalement, soit un médium, soit une manière, une technique, une manière de faire, et puis hop, on en fait finalement une série comme ça, puis on travaille dessus toute sa vie. Donc ça c'est ce qu'a fait Fontana quelque part, avec ses peintures qu'il a fendues, avec ses trous dans ses peintures, etc. Donc moi je m'amuse avec ça, et là je dis que c'est typiquement moderne, mais le fait que je ne continue pas la série, il y a quelque chose aussi de postmoderne. Qu'est-ce que la postmodernité? Alors je vous ai dit 2 mots sur la modernité, là c'est qu'est-ce que la postmodernité? La postmodernité, elle a un petit côté tragique. C'est-à-dire qu'effectivement, elle pose la question de l'acte de création. Alors pour ce qui est des arts, l'acte de création, ça concerne plutôt le fil à couper le beurre. Mais pour ce qui est des sciences, du savoir, l'acte de création, ça concerne quand même des choses très très puissantes, très fortes. Notamment, et là je vais dire des choses très tragiques, notamment le zyklon B qui a servi pour les chambres à gaz.
notamment la théorie de la relativité restreinte ou générale qui a servi pour la bombe nucléaire. Mais ça sont des actes de création très forts. Donc, après la guerre, on s'est posé, quand même, beaucoup d'artistes, d'auteurs, etc., se sont posé la question de savoir est-ce qu'il fallait ajouter quelque chose en plus à ce monde, en fait, en termes d'actes de création. Puisque tout acte de création, alors là c'est hegelien, hein, je parle sous le contrôle de Mathilde, c'est hegelien, en fait, c'est que toute affirmation contient sa négation. Après, il y a aussi Schumpeter hein, qui dit que le mouvement c'est création, destruction, etc., etc. Donc tout acte de création, finalement, il y a un revers de la médaille. Donc les auteurs se sont posé la question. Et par exemple, un artiste conceptuel comme Douglas Hubler disait bon, il y a assez d'images produites dans le monde pour que j'en produise d'autres. Je vais faire avec, je vais faire des aménagements, enfin, etc. Et donc l'idée, c'est aussi, bien finalement, de ne pas trop produire. Hein. Donc là, j'en ai fait une série de 3, 4, voilà, sur les bouchons d'oreilles. Et il y a quelque chose de jouissif aussi, c'est toujours l'idée. On a une idée de petite, insignifiant acte de création, mais voilà, c'est quelque chose qui va consacrer son petit ego, etc., etc. Et parfois, c'est vrai qu'on peut être le premier dans un domaine très spécifique, une espèce de niche comme ça. Bon, voilà. Et donc, c'est cette tentative à la fois réduire finalement la production, trouver des idées, et donc à chaque fois, finalement, la postmodernité, l'artiste postmoderne, et il y en a beaucoup hein, comme moi, qui procèdent comme moi, ont une idée, fabriquent quelques exemplaires, comme presque des prototypes finalement, et puis passe à autre chose. Hein, finalement, c'est toujours bien d'une idée à une autre, d'une œuvre à une autre, mais c'est pas la continuité qu'on pourrait trouver chez un Seurat, chez un impressionniste, chez Fontana, qui a fait toujours des variantes en fait de ses œuvres. Alors aujourd'hui, effectivement, on ne se pose pas beaucoup la question, hein, pour certains, du moins sur le marché de l'art, on veut de la prod. Hein, on veut produire, toujours le même produit en tête de gondole, quelque part, avec ses variantes. Et puis voilà, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va créer de la valeur, en fait. Donc là, il y a aussi un côté presque dévalorisant, parce qu'on ne continue pas le mouvement de la création de valeur, en fait, pour les Donc tu voudrais faire taire Lucio Fontana ? Non, non, Mathilde, c'est une blague, évidemment. Moi, l'idée, c'est de produire des peintures sourdes, ce qui est une idée complètement saugrenue. Hein, voilà, et je reprends Fontana, parce que là aussi, c'est la postmodernité, c'est-à-dire c'est aussi la question du mix, c'est la question de la citation de la postmodernité. On reprend beaucoup, en fait, eh bien, les artistes qu'ils ont fait, puis on va les transformer, les décaler, les détourner. Je vais continuer justement sur cette dimension, alors sans doute là qui est aussi une dimension déceptive, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qui reste de l'art au sein de la postmodernité? Alors ça, on pourrait dire que c'est une œuvre au futur antérieur, au sens où c'est typiquement conceptuel, hein, ça travaille sur la négation, et finalement, c'est un cartel, en fait c'est un cartel d'œuvres qui sera agrandi. Mais c'est une œuvre effectivement avec personne, sans titre, avec une date où il n'y a pas de date, avec des dimensions variables donc on ne sait pas, avec des matériaux rien, et un prix non communiqué. Donc c'est vraiment le sommet de la négation, au sens où, eh bien, après c'est toujours prendre le contre-pied, hein, le contre-pied de l'art, alors peut-être pas anti-art, alors l'anti-art justement c'est le début du XXe siècle, avec Dada, etc. Enfin bon, beaucoup d'artistes sont inspirés par Dada, et il y a l'idée sans doute aussi de ne pas faire des œuvres d'art, mais alors justement ça me plaît, il fallait que je le place à un moment, mais plutôt de faire, et ça fait longtemps que je le dis, des déchets culturels. Donc ça me plaît beaucoup, de faire plutôt dans la négation, d'aller jusqu'au bout de la négation, et de dire, non, je ne fais pas des œuvres d'art, je fais des déchets culturels. Mais le fait de le dire, c'est très positif, puisque finalement je suis le seul à revendiquer des déchets culturels. Et puis tous les autres, on dit des œuvres d'art. C'est complètement con, mais c'est la question de comment on nomme les choses, comment on va effectivement créer de la valeur. Là, c'est une valeur négative, hein, quand on dit déchet, moralement, tu vois. On va passer à l'autre qui est lié à un visage, et on peut parler même du visage qui est pour nous, pour l'espèce humaine, quelque chose de très important.
On pense au Christ Pantocrator, hein, qui est l'interface entre Dieu et les hommes, hein, donc l'icône, etc. Et là, c'est une réduction vraiment minimum, avec œil et bouche. Et en fait, ça fonctionne très très bien parce qu'il y a vraiment, malgré tout, une espèce de singularité qui apparaît dans cette esquisse. Alors, une autre chose ludique plus ou moins ludique et dramatique, ce sont ce que j'appelle les Scooby GIEC. Alors, autre pièce encore. Tu les appelles comment, pardon? Scooby GIEC. Alors, GIEC, c'est le groupement international sur l'évolution du climat. Ouais. Donc, tout de suite, ça pose un peu un truc un peu tragique aussi. Et donc là, c'est vraiment une pièce toute récente. Et c'était l'idée d'un récit comme ça avec des jardiniers. Avec la sécheresse, qu'est-ce qu'ils feraient de leurs tuyaux d'arrosage? Ils feraient des Scooby. Il n'y aurait plus rien, il n'y aurait plus d'eau dans les tuyaux. C'est la sécheresse. Et donc voilà, c'est une petite histoire comme ça. Puis finalement, on arrive à un type de pièce assez étrange avec ces tuyaux d'arrosage parce que ça forme aussi des espèces de bestioles aquatiques. Donc ça remet en fait en scène une espèce de... Alors celle-là, elle est un peu tombée, mais ça remet comme ça en scène une espèce de bestioles comme ça, comme des calamars. Ouais, des calamars. Des Scooby-Doo calamars, des trucs comme ça. Là, c'est une autre pièce. Alors, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une vieille pièce, je sais plus. Et donc là, bon, alors en tout cas, là-dessus, c'est encore sur une autre dimension. Et c'est une dimension qui est liée à l'Académie des Beaux-Arts, c'est-à-dire à la manière dont on apprend à faire du dessin. Et donc à dessiner des corps. Et logiquement à dessiner des corps bien plutôt grecs, hein, puisque l'Académie des Beaux-Arts, c'est ça. Et l'idée, eh bien, c'était finalement de mixer eh bien, le canon, on va dire, académique, et d'incorporer comme ça le dessin d'un corps de femme standard. Hein. On sait que tous les corps ne se ressemblent pas, mais sauf dans le dessin académique. Et aussi l'idée, sans doute, de parler d'échelle sociale, hein, donc de ce corps de femme pris eh bien, dans des schémas standards et pris aussi et au sein de ce qu'on pourrait considérer comme une échelle sociale. Hein, de quelle manière eh bien, cette femme va se libérer ou pas de cette condition, en fait, effectivement, condition féminine. Alors, condition masculine aussi, puisque c'est les mêmes, hein, on est sur les mêmes. Mais bon, là, j'ai pris le corps d'une femme, et puis il y a toute l'histoire du nu, etc. etc. Ouais. Et là-dessus, il y a un texte très intéressant de Linda Nochlin, hein, qui remet en cause justement toute l'histoire de l'art en regard justement du nu féminin. Et du fait que, bien, elle pose la question aussi pourquoi les artistes femmes n'existent pas. Hein. Ça, c'est un texte des années 70. Hein, voilà. C'est l'idée de bien superposer deux mots, hein, le mot mort, je crois, et le mot pose, P-O-S-E. Alors, ce qui est très drôle, c'est que les gens, à chaque fois, quand ils lisent le mot, ils ne lisent pas un mot de 4 lettres, mais de 5, ils disent morte. Complètement. Oui, c'est vraiment morse, etc. En fait, il n'y a que 4 lettres, donc elle pose et mort, et ça fait d'autres mots, port, P-O-R-T, et puis je ne sais plus quel autre encore, et puis ça fait des mots aussi en anglais, etc. Donc il y a une multitude, hein, il y a most par exemple, il y a une multitude de mots en fait, juste avec des mots. Donc c'est l'idée d'une espèce de super lapsus, comme ça. Et effectivement, c'est aussi un arrêt, hein, c'est un arrêt sur, non pas image, mais un arrêt sur mot quelque part. Ouais. Et de quelle manière finalement, eh bien, ça va produire du sens. Hein, et comment finalement le sens va s'accumuler. Hein, voilà. Donc ça, j'en ai fait quelques-uns comme ça. Puis on verra qu'il y a une autre façon, il y a plein de façons finalement de jouer avec le langage. Et on verra ça dans l'autre salle, puisque cette salle, elle est presque terminée. Ah, et effectivement, oui. l'œil de pigeon qui est là-haut. Est-ce qu'on est dans un pigeonnier? On est dans un pigeonnier, donc l'œil de pigeon, le Big Brother, mais sous la forme d'un pigeon, peut-être. Ici, j'ai fait une petite pièce, ici, complètement idiote. Ça. Voilà, ouais. Tu vois, là, il y a un tout petit... Hop là, il y a un bouchon d'oreille. Alors encore, les bouchons d'oreille.
Et là, c'est vraiment sur un mur, donc c'est sur ce jeu de mots. Le mur du son. Non, les murs ont des oreilles, donc on leur bouche les oreilles, oui, tout ce truc complètement idiot. Voilà, effectivement, une feuille de boucher, on appelle ça une feuille, un hachoir, et puis une inscription à l'intérieur. Là, il y a deux versions, là j'ai mis la version mis à mort. Alors, mis à mort, c'est mon amour, Ouais. mais c'est aussi toujours mettre à mort. Hein. J'ai mis à mort. Il y a les deux, en fait, qu'on peut entendre dans cette version. Et puis, j'en ai fait une autre avec juste I love you, en fait. Oui. Voilà. Et cette pièce fonctionne bien, notamment avec ces personnes, ces couples qui divorcent. Donc, ils aiment bien en acheter. Ils aiment bien acheter. C'est plutôt un certain succès. Il faudrait que j'aille dans les cabinets d'avocats. Ah, mais carrément, ouais. Des hachoirs, tout ça. Bon. Enfin bref. Alors si on avance un petit peu, effectivement, on a aussi cette pièce, en fait, sur le son. Alors j'avais fait une série qui concernait, en fait, les actes de parole. Et donc c'était d'enregistrer les mots zozoter, hurler, crier, parler. Et donc ces mots, finalement, il y a bien, au sein de l'enregistrement, on pouvait voir la partie graphique, donc les ondes du mot parler, etc. Et après, l'idée, c'était de matérialiser en 3D, justement, ces actes de parole. Et les matérialiser bien, en PVC. Et donc là, c'est une autre version avec le mot constellation. Là, bon, pour faire vite aussi concernant cette tranche de cerveau, oui, c'est une tranche de cerveau en fait. Et, grillée. Donc c'est comme un steak de cerveau. Voilà. Bon, après l'idée, c'était aussi l'idée de travailler sur le cerveau, le cortex, hein, surtout je ne sais plus comment ça s'appelle. Le cortex frontal. Le lobe frontal. Je crois, Ouais. hein, c'est ça, ouais. Et sur le fait que c'est là où se produisent les images, tu vois, donc bon, entre une représentation de cerveau, le cerveau qui produit des images, etc. etc. Bon, il y avait sans doute un jeu avec ce type de fabrication, de représentation. Et c'est vrai que en art contemporain, oui, on voit pas mal de cerveaux, les artistes aiment bien travailler là-dessus. Alors là, après, c'est vraiment une pièce qui fonctionne. Alors c'est ce que Jean-Martin me disait ce matin, il me dit elle fonctionne quand on la dit, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment lié au signifiant et à la parole. Et donc là, c'est aussi lié finalement à Freud. C'est-à-dire que Freud essayait de... Je l'avais pas vu celle-là. Tu l'avais pas vue, non. Elle est nouvelle, elle est de ce matin. Elle est magnifique, j'adore ça. Elle est pas mal, ouais. Elle est pas mal. super, Elle est ah pas mal, ouais. Et donc, Freud, en fait, son idée, c'était de découvrir les messages de l'inconscient. Et donc, pour ça, il fallait qu'il déchiffre les messages de l'inconscient. Et là, il y a aussi quelque chose qui serait de l'ordre d'un déchiffrement, en fait. Et finalement, quelque chose qui serait le message délivré d'un mot qu'on aurait sous le nez constamment. Et là, c'est le mot émancipation. Et voilà, en le découpant, en le découpant, là, pour le coup, on a tout à coup une autre définition. Et ça serait peut-être, alors évidemment, c'est une blague, ça serait peut-être le vrai message du mot émancipation, du moins l'inconscient du mot émancipation. Voilà, notre Fontana, ça c'est le Fontana 3, je crois. Ah oui, il y a aussi cette petite blague, ça c'est une blague pour nos amis qui aiment l'art conceptuel, donc c'est une petite pièce et c'est vraiment aider l'art conceptuel en fait. Parce que finalement l'art conceptuel ça rapporte pas beaucoup, c'est clair. Et alors bon, ça rapporte pas beaucoup quand on n'est pas très malin comme moi. Voilà, donc c'est pour... Et ça coûte combien ça, cette œuvre? Ah, j'en ai aucune. Pour faire très vite, pour avancer très vite, parce que sinon, c'est une œuvre qui est liée, alors un déchet culturel, Oui. qui est lié
Alain Jacquet, Déjeuner sur l'herbe d'Alain Ouais. Jacquet, hein, qui était une version pop, en fait, du Déjeuner sur l'herbe, donc une version des années 60. Donc Déjeuner sur l'herbe, Manet. Manet. Puis moi j'en ai fait une autre comme ça, un peu dans le même registre, un peu pop. Puis là, bon, un Déjeuner sur l'herbe, mais plutôt, avec une espèce de groupe de rock comme ça, un peu étrange, un peu improbable. Ouais. Voilà. Bon, après, ça, c'est des vieilles pièces, c'est 93, tu vois, c'était des recherches. Voilà, c'était des recherches comme ça, un petit peu aussi sur le fait qu'on prenne au sein de la représentation des points de couleur. Tout ce qui est en vert, évidemment, c'est des points de couleur qui sont tirés de la forêt. Ouais. Voilà, et puis à chaque fois, voilà, ça s'est tiré des habits, voilà, etc., etc. Alors ça, je me souviens du titre, c'est Du sublime en location. Et ici, en fait, c'est un peu une espèce de studette, hein, ce qu'on pourrait appeler un studio, un plan de studio. Et un plan de studio, c'est pas sûr que ça soit quand même un endroit où on trouve un mode de vie extraordinairement opulent et épanouissant. Ouais. Et justement, voilà, là, c'est encore inversé et de sublimer finalement, de prendre les couleurs médiévales qui étaient très riches, hein, le bleu outre-mer ou ce qu'on appelle le lapis lazuli avec la feuille d'or. Ouais. Donc d'en faire comme ça quelque chose de beaucoup plus riche, alors que c'est plutôt quelque chose d'assez précaire finalement. Hein. Et puis assez précaire, ça parle aussi de l'isolement, de l'atomisation des individus, etc. Là, on a Malevich en TGV. Alors ça aussi, c'est une vieille pièce. C'est inspiré en fait des Cavaliers rouges de Malevich. Donc c'est une toile très précise. Mais ici, il n'y a pas les petits cavaliers qui courent. Et en fait, l'idée, c'était avec une perspective qu'on appelle atmosphérique, donc avec des lignes droites, de créer finalement une profondeur et de créer un paysage. Alors mes dessins, effectivement, on est sur le même jeu en fait, hein, puisqu'on entend médecin de famille. Donc on a la version à la fois, je dirais, du soin homéopathique et du soin avec les médecins allopathiques. Et je vais passer directement sur. Je vais passer directement. Je t'en parle. Je vais passer directement sur, en fait, cette série d'architecture, et qui est une série d'architecture. Là, en l'occurrence, c'est un syndicat d'initiative pour une patate. Alors la patate, elle a un petit peu pris la chaleur, hein, on va la changer bientôt. Et j'avais fait une série comme ça avec une résidence d'été pour une saucisse, un pavillon pour 1 kilo de nouilles, et puis on verra tout à l'heure un building pour des noix de coco. Donc voilà, ça joue là encore sur la blague, etc. Mais c'est aller jusqu'au bout du processus. Et pour ces 3 premières pièces, en fait, c'était vraiment... J'avais demandé des plans d'architecte vraiment à un architecte qui s'appelait Jean-Christophe Rouillon. J'avais fait réaliser les maquettes par un maquettiste, etc. Bon, allez, vraiment jusqu'au bout de la procédure, en fait, du protocole. Pour donner un abri à cette pauvre patate. À cette pauvre patate, à cette pauvre saucisse, à 5 kilos de nouilles, tu vois, enfin, je veux dire, bon... Ça, c'était aussi une très vieille pièce, c'est Crème fraîche sur Rillettes de Tours. Et donc, c'est inspiré d'un artiste qui s'appelle Bertrand Lavier. Là encore, c'était un exercice. Bertrand Lavier qui avait fait Braun sur Fichet-Bochet. Et Braun, c'était un frigo, Fichet-Bochet, c'était un coffre-fort. Hein, et ils les avaient mis l'un sur l'autre, comme ça, un peu comme moi. Et donc, là, c'était sur l'idée de conservation. Conservation de la nourriture, conservation de l'argent. Voilà, il y avait cette pièce qui a beaucoup été célébrée, hein, de Bertrand Lavier. Donc moi j'avais fait la version plutôt, on va dire, cholestérol de l'art. Et puis, alors ça c'est un monument, normalement, c'est une maquette, mais c'est une gaufre. Alors c'est une gaufre bruxelloise, c'est très important la forme. Hein. Et cette gaufre, en fait, pour moi, c'est l'origine de l'art minimal. Donc ce qui n'est pas rien.
Et un jour, j'espère, ça c'est une maquette, j'espère un jour la réaliser vraiment à grande échelle. Pour finalement asseoir le fait que la gaufre, c'est l'origine de la même image. Tu vois, là aussi, comme une espèce de grosse blague, hein, évidemment. Un petit hommage aussi, un petit hommage aux Belges. Et un hommage évidemment énorme aux Belges. Oui, l'esprit belge. Évidemment. Je crois que oui, sans nos Belges, l'art ne serait pas grand-chose, finalement, on ne se marrerait pas beaucoup. Et il y a également Blind. Alors Blind, ça vient d'une réflexion simplement de Schopenhauer, et le fait que, bon, bah là, c'est très littéral aussi. Hein, voilà, quelque part, j'ai fait mon Bertrand là, j'ai écrit Blind, aveugle, sur le miroir, puisque, effectivement, Schopenhauer constatait que lorsqu'on se regarde dans un miroir, bah, la personne qui est au sein du miroir, elle est aveugle, elle est sourde, hein, elle n'a pas de sensibilité. Vous voyez, en fait, ce n'est qu'une image. Hein, voilà. On va passer à cette autre pièce qui est Répéticoupe, Jean-Jacques Répéticoupe. Et là, qui vraiment, voilà, qui fait une espèce de photo qui est liée à la fonction d'une prise de vue en panoramique sur les smartphones, mais dans un train. Donc là, c'est pareil, c'est un train, et avec la vitesse du train et la fonction de prise de vue en panoramique, on obtient ce type de résultat. Et ce type de résultat est vraiment étonnant, puisque ça va créer des coupes dans le paysage, mais ça va créer aussi des répétitions. En fait, on va voir exactement le même nuage, hein, ici, où on va avoir... Alors ici, on ne les a pas, mais parfois, on a effectivement exactement le même arbre qui réapparaît plusieurs fois. Donc on a à la fois des coupes, à la fois des répétitions. Alors si on pousse très très loin, on pourrait dire même que c'est presque une image qui pourrait se référer à la psychanalyse, hein, entre coupe et répétition. Bon. Bah ça c'est un truc un peu évident, c'est rêver d'un match de foot en charentaise en fait. Donc voilà, donc ça c'est aussi une blague. Alors c'est une blague, mais c'est aussi, je pense qu'il y a aussi une dimension tragique. Bah, c'est une building pour des noix de coco, hein, donc c'est un peu du même acabit que les pièces, que la pièce qui est en vitrine. Un syndicat pour une pomme de terre. Syndicat d'initiative pour une pomme de terre. Et puis on va continuer là-dessus sur la bibliothèque pour un seul livre. Alors ça c'est une pièce de design un peu. Bon, après c'est toujours sur le même un peu ressort, le ressort complètement absurde, puisqu'une bibliothèque pour un seul livre c'est quand même ça participe d'un luxe inouï. Alors après, le choix du livre. Oui, bah justement, c'est ça qui est drôle. Alors là, on a la généalogie de la morale de Nietzsche, qui est un livre absolument extraordinaire, formidable. Et donc là aussi, hop, on va faire vite, on fait vite. Là, c'était finalement l'idée. Eh bien, alors c'est un truc assez bizarre, ça va avec Lacan en fait et la colonisation du langage. Lacan nous dit ça, nous sommes colonisés par le langage. Et donc moi j'ai fait une version de cette colonisation sous la forme de tatouage, mais sous la forme effectivement, une forme plus ludique, plus BD hein, finalement, et puis avec la construction de bulles, de phylactères, donc hein, le mot scientifique c'est phylactère, une construction de bulles qui se réfère au langage, et au fait que nous avons le langage dans la peau, hein, de manière très définitive. Et ça, c'est c'est une série aussi, alors qui concerne Malevich encore, et qui concerne le carré noir sur fond blanc de Malevich. C'est une histoire, une petite histoire, qui se réfère notamment aux écrits de Malevich, hein, puisque lorsque Malevich a peint le carré noir sur fond blanc, il disait qu'il y avait là une radicalité et la naissance d'un nouvel enfant avec le carré noir sur fond blanc. Ce qui est un peu étonnant, mais bon, c'était comme une naissance-renaissance finalement de la peinture. Et donc, pour moi, dans ma tête, je me suis dit toujours avec cet aspect blagueur, c'est
effectivement, alors l'enfant a grandi et en fait c'est une fille. Alors on a le carré, alors j'ai fait un carré de blonde sur fond blanc, un carré de brune sur fond blanc, et là il y a le carré de rousse sur fond noir. Et donc bah, sur fond noir parce que c'est un peu gothique, là, tu vois, le carré de rousse gothique, voilà, sur fond noir. Donc voilà, là encore c'est une blague, mais c'est une blague qui est tirée de l'histoire de l'art. Bon, voilà, c'est un truc un peu. Et là encore, voilà, c'est le titre, c'est Oedipe roi. Hein, alors bon, bah voilà, c'est en référence assez directe avec le complexe d'Oedipe de Freud. Et je suis pas sûr moi, je pense que c'est pas la peine d'en dire plus. Hein, moi, concernant la relation incestueuse entre la mère et l'enfant, ou le fils. Et enfin, on va finir sur trois autres pièces. Holy White Cube, donc on est toujours dans une chapelle. Holy White Cube, c'est finalement, alors, c'est toute une histoire aussi, ça. Et en fait, on a fait, sur la base d'une intuition, une recherche autour de l'origine du White Cube. Donc, autour de l'origine de ce qu'on appelle le cube blanc, et c'est ce qu'on appelle aussi, on appelait à l'époque le musée clinique, qui s'opposait finalement au musée Palais. Et donc, effectivement, l'origine du White Cube, voilà, de manière intuitive, moi je la fais remonter en fait à la naissance du protestantisme, et notamment à la naissance du temple protestant au XVIIe siècle, et le fait que, eh bien, on ait épuration de toutes les images des églises déconsacrées, et donc on a retrouvé des lieux complètement blancs. Et on a eu plusieurs peintres en fait de cette époque qui ont peint ces lieux-là. Et le début du White Cube, l'origine du White Cube, elle est totalement protestante finalement, et elle se référerait finalement à la réforme. Voilà, ça c'est tout un truc, il y a un cahier de recherche qui a été écrit avec Fred et Amélie, etc. Ceci n'est pas une pipe, c'est effectivement une pipe. Voilà, c'est vraiment un gros symbole comme ça. Et pour finir sur cette pièce, en fait, alors je dois citer l'auteur. Alors ça c'est une cafetière anglaise, c'est important que ce soit anglais. Et puis ça c'est une poterie réalisée par Laurence Rothman, qui est une céramiste. Hein, et c'est une de ses premières poteries. Donc une technique effectivement très aboutie, la porcelaine anglaise, c'est ça. Et puis une autre technique quand même qui est très belle, parce qu'en fait si on fait le tour, il y a toute une histoire qui se met en place avec ce pot de Laurence Rothman. C'est comme un ready-made en fait. Voilà. C'est la rencontre entre Diderot et Jean-Jacques Rousseau. Donc voilà. Je crois que j'ai rien oublié là pour le coup, hein, ça fait beaucoup. Ouais, non, t'as rien oublié, t'as plein de bouchons d'oreilles. Non, quelque part, non, mais un endroit. Voilà, bah on va arrêter.